C'est dans mes gènes. C'est à chaque épisode une rencontre, une histoire. L'histoire d'un enfant accompagné d'un médecin et d'un chercheur qui se battent ensemble contre une maladie génétique. C'est cette étroite collaboration unique en Europe que vous allez découvrir en embarquant au cœur de l'Institut Imagine. Suivez les patients et leurs familles dans le premier pôle européen de recherche et de soins dédié aux maladies génétiques et apprenez-en un peu plus sur les traitements et les espoirs de la recherche. Plongez dans le quotidien de ces familles touchées par ces maladies encore difficiles à diagnostiquer et qui représentent aujourd'hui 64 naissances par jour. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Charlie, atteinte d'une maladie auto-immune génétiquement déterminée ou ALPS. Avec moi pour vous raconter cette histoire, Caroline, la maman de Charlie. Bonjour Caroline. Bonjour Elodie. Et Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour. Nous avons également Bénédicte Neven. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Vous êtes médecin au service d'immuno-hématologie et rhumatologie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades. Et nous avons également Frédéric Rioloca, directeur du laboratoire d'immunogénétique des maladies auto-immunes pédiatriques. Bonjour Frédéric. Bonjour Elodie. Alors on va commencer avec vous Caroline. Est-ce que vous pouvez un petit peu me raconter l'histoire de Charlie et de son diagnostic ? Oui, donc Charlie est né en septembre 2010, après une grossesse tout à fait normale et très sympathique. Et puis vers l'âge de 10 mois, donc tout bébé tout à fait normal jusqu'à l'âge de 10 mois, où je me suis aperçue qu'elle était un petit peu fatiguée. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, donc j'ai consulté un médecin qui a préconisé donc un bilan sanguin. Ouais. Et à ce moment-là, nous sommes aperçus qu'elle avait une anémie, sévère, enfin assez sérieuse. Quand vous dites qu'elle était un peu fatiguée, comment vous en êtes rendu compte? Je ne peux pas trop l'expliquer, je ne sais pas, parce qu'elle mangeait bien, elle n'avait pas vraiment de fièvre, elle était, mais je la trouvais un peu fatiguée, peut-être un peu cernée, peut-être un peu, mais elle continuait à être tout à fait joviale, et voilà, donc sixième sens, je ne sais pas. Ouais, sixième sens de la maman, donc peut-être. Bilan sanguin, Bénédicte. Juste préciser, l'anémie, c'est un manque de globules rouges, donc ce qui se manifeste souvent par une pâleur. Il y a la couleur de la peau qui est souvent un peu pâle. D'accord. Et donc anémie. Donc anémie, donc hôpital. Ouais. Alors pas Necker au départ, c'était l'hôpital Trousseau. D'accord. Et puis aux urgences. D'accord. Et il y a eu tout un tas d'examens qui ont commencé à être réalisés. Elle a dû avoir une transfusion sanguine au bout de 2-3 jours. Et puis au fur et à mesure et après quelques mois d'investigation, y compris dans le domaine génétique, donc le diagnostic a été posé de cette maladie ALPS que nous ne connaissions absolument pas. D'accord. Et à ce moment-là, nous sommes arrivés donc à l'hôpital Necker et nous avons rencontré Bénédicte Neven, qui suit Charlie depuis maintenant 11 ans. Bénédicte, donc oui. Pour préciser, donc l'anémie de Charlie, son mécanisme était un petit peu particulier puisque il était de nature auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire de Charlie se retournait contre ces globules rouges et détruisait les globules rouges. Le système immunitaire, donc normalement ce qui est censé nous aider quand il y a des maladies. Voilà, exactement. Ouais. Donc ce qui est censé nous aider contre les microbes se retournait contre ces globules rouges et détruisait ces globules rouges. Alors c'est quelque chose qu'on peut voir de façon sporadique en dehors de toute maladie génétique. Mais chez Charlie, le fait que ça survienne très tôt dans la vie, 10 mois, que ce soit associé à d'autres signes cliniques comme une grosse rate, par exemple, elle avait vraiment une augmentation très importante du volume de la rate, nous a mis sur la piste d'une maladie génétique qu'on peut rechercher par des examens biologiques particuliers, par des tests sanguins. Donc il y a eu des premiers tests sanguins qui ont été faits, qui nous ont mis sur une piste, de premiers examens génétiques qui ont été faits, qui ne nous ont pas confirmé la maladie. Mais comme on avait une très forte suspicion clinique, une très forte suspicion biologique de trouver cette maladie, on a poursuivi les investigations en recherchant la mutation sur certaines populations de globules blancs. D'accord. Pour rechercher cette mutation et finalement l'identifier sur certaines populations de globules blancs. 2-3 mois de diagnostic, ça peut paraître long comme ça. Est-ce que c'est le temps normal ? Est-ce que c'était plutôt rapide ? Alors je dirais que pour une situation aussi particulière, c'est très très court. D'accord.
Et je pense que Charlie a vraiment bénéficié des connaissanses accumulées sur les 15 années qui ont précédé son entrée dans la maladie, puisque la LPS était connue depuis 1996 et les formes somatiques, donc ces formes très particulières où finalement on ne trouve la mutation que quand dans une certaine population de cellules, qu'au début des années 2000. Donc il y a vraiment eu, elle a vraiment bénéficié des approches les plus sophistiquées de l'époque et ça a permis de raccourcir au mieux, au plus, la démarche diagnostique. D'accord. Et donc on va revenir à cette histoire diagnostique. Donc diagnostiquée en quelques mois, Caroline. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Alors après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu tout un tas il y a un traitement qui a été mis en place. D'accord. Et un suivi très régulier au départ. Ouais. Avec Bénédicte, donc ici à Necker. Il y a eu des traitements qui ont évolué au cours des années. Et à chaque fois, il y avait une consultation, un examen clinique et un bilan sanguin. D'accord. Pour vérifier un peu que tout allait bien et puis pour aussi adapter le traitement au fur et à mesure. Voilà. Donc il y a eu plusieurs traitements différents. D'accord. Et donc Charlie, aujourd'hui, ça va ? Oui, ça va. T'as un traitement ? Oui. Comment ça se passe ? Je prends un médicament de 1 mg tous les matins. Ouais, donc tu sais même le dosage ? Oui. Ouais. Et sinon ça se passe bien. Je vais en consultation tous les 6 mois. Ouais. 2 fois par an. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et t'as appris ça quand ? Quand est-ce que vous lui avez dit au final qu'elle était atteinte d'une maladie ? Parce que elle a une vie normale. Elle a une vie tout à fait normale. À part ce médicament et ses consultations. La vie a toujours été tout à fait normale. Voilà, à part des consultations régulières et puis différentes formes de médicaments. Donc ça n'a pas toujours été évident parce qu'il y a eu toute une période où c'était la même molécule, le même médicament, mais sous forme de sirop avec une pipette. Il fallait doser, il fallait garder ça au frais, donc c'était pas toujours évident, mais on s'est complètement adapté. Et puis bon, donner des médicaments à des bébés, c'est pas non plus forcément évident. Donc oui, la vie est tout à fait normale. Et quand est-ce qu'elle l'a appris ? Quand est-ce qu'elle l'a appris ? Ouais. Je pense que ça fait pas très longtemps qu'on en parle. Les traitements ont toujours fait partie de sa vie. Ouais. Voilà, et si quand même, ça fait quelques années qu'on a dû lui expliquer qu'on allait à l'hôpital et que pourquoi et tout ça. Toi, ça t'a fait quoi quand t'as appris ? Je me souviens pas. Voilà, ok, donc tout va bien en fait. C'est que c'était pas traumatisant, c'était dans ta routine au final ? Oui. Et donc voilà, c'est juste une explication de la routine quoi. Oui. Ok, et donc aujourd'hui t'es en quelle classe ? En 5e. Ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. Ok, donc la maladie t'affecte pas dans ta vie, c'est... Non. Ok, à part ce petit médicament et ces consultations, mais bon, tu as une super docteure, donc... Oui. Et donc, Bénédicte, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce traitement ? Alors, c'est vrai que Charlie a bénéficié de plusieurs lignes de traitement. Ouais. Donc, il y a eu plusieurs traitements qui ont été donnés au fur et à mesure du temps. Et il y a eu plusieurs lignes de traitement parce qu'au fur et à mesure du temps, nos connaissances se sont affinées. Ouais. Et grâce à la recherche fondamentale, à la recherche clinique, on a pu aussi mieux connaître la maladie et savoir quel était le traitement qui était le plus efficace et le moins toxique, le mieux toléré. On a aussi appris qu'il y avait certaines approches qu'il fallait éviter, qui étaient néfastes dans cette maladie, comme par exemple quand il y a une anémie hémolytique auto-immune, quand il y a un excès de destruction des globules rouges par le système immunitaire. On peut être amené, par exemple, à enlever la rate. On sait que dans cette maladie, on l'a appris grâce à des recherches sur ces patients, on a appris qu'enlever la rate, il fallait l'éviter dans cette maladie parce que c'était responsable de conséquences infectieuses plus importantes que chez dans d'autres situations où on enlève la rate, par exemple. Et est-ce que tous les patients ont à peu près les mêmes symptômes ?
Alors la présentation clinique est assez stéréotypée. C'est souvent une grosse rate, un excès de ganglions et puis souvent un manque de globules rouges, un manque de plaquettes parfois. Donc la présentation clinique est assez classique, je dirais. Souvent des jeunes enfants. Certains patients sont diagnostiqués plus tard que Charlie. Donc là, il peut y avoir une certaine variabilité. Et puis, dans cette maladie, il y a aussi une particularité, c'est que certains patients peuvent être porteurs de la mutation génétique, donc être porteurs de l'anomalie génétique, mais n'avoir aucun symptôme. Donc être porteur sain. Donc, ce qui est une situation un peu particulière dans cette caractéristique de cette maladie génétique. Donc porteur sain, ça veut dire qu'on l'a reçu de nos parents, c'est ça ? Voilà, on est porteur de la mutation qu'on peut avoir hérité de nos parents, mais on n'a aucun symptôme. Donc c'est un peu différent de ce qui s'est passé avec Caroline, c'est ça ? Oui, puisque dans le cas de Charlie, les parents de Charlie ne sont pas porteurs de la mutation, n'ont pas transmis la mutation à Charlie, et Charlie n'est même pas porteuse de la mutation sur toutes ses cellules. En fait, cette mutation, elle est présente que dans certains globules, c'est ça ? Exactement. Elle a une forme, ce qu'on appelle une forme mosaïque, c'est-à-dire qu'elle n'a une mutation que sur certains de ces globules blancs. D'accord. Mais ça suffit à avoir une expression complète de la maladie. Donc c'est vraiment une situation très particulière. Et à nouveau, on l'a compris grâce aux recherches qui ont été effectuées dans le laboratoire de Frédéric. Frédéric, est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus justement sur ces différents types de mutations ? Et c'est vous qui avez identifié le gène responsable de cette maladie ? Ça remonte un petit moment parce que j'étais étudiant, j'étais en train de faire mon doctorat. D'accord. Quand j'ai découvert les mutations du gène FAS chez des patients qui, comme Charlie, ont donc une grosse rate, éventuellement des anticorps qui détruisent leurs globules rouges ou leurs plaquettes. Et donc on a mis en évidence les premières mutations en 1995. Et là, ce sont des mutations qui sont héritées, qui sont transmises donc par un des parents, comme ça a été expliqué. Et ça touche, pour chaque gène, on a 2 copies de chaque gène, une copie héritée du papa, une copie héritée de la maman. Et dans cette maladie, donc vraiment au tout début de la découverte, on a montré que c'était hérité donc d'un des parents. Et là, cette fois-ci, la mutation est présente dans toutes les cellules et les patients peuvent transmettre aussi évidemment la mutation à leur descendance puisque ça fait partie de leur patrimoine génétique. Donc ça, c'était la découverte initiale. Et en effet, pendant, on va dire, 5-6 ans, on avait des patients qui avaient exactement les mêmes présentations et les mêmes défauts biologiques in vitro au laboratoire, mais on ne trouvait pas de mutation jusqu'à ce qu'on comprenne que la mutation était cachée, on va dire, dans une petite population des globules blancs qui sont des lymphocytes et qui se maintient, ces lymphocytes mutés se maintiennent parce que la mutation en fait affecte un gène qui permet de produire une protéine qui sert de frein au système immunitaire. D'accord. Si vous voulez, le système immunitaire, il répond, les cellules se multiplient, donc au départ on a un certain stock de cellules. Si on rencontre un agent pathogène, les globules blancs vont se multiplier pour pouvoir détruire ce pathogène. Et puis après, il y a un retour, on va dire, basal, où on a une contraction de cette réponse immunitaire. Donc c'est ça, c'est ce frein qui permet de contracter la réponse immunitaire. D'accord. Et le gène étant muté, ce frein marche moins bien, et en fait, le système immunitaire s'emballe. Okay. Et parmi les lymphocytes, les globules blancs qui se multiplient, certains parfois reconnaissent soit les globules rouges, soit les plaquettes, et donc produisent cette anémie quand ils reconnaissent les globules rouges ou des saignements quand ils reconnaissent les plaquettes. Oui, ils les détruisent en fait. Ils les détruisent. Ouais. C'est donc une réaction auto-immune et qui n'est plus contrôlée. Donc chez tout le monde, ce frein permet d'arrêter cette réaction auto-immune, puisqu'en fait on a tous des lymphocytes qui sont capables de reconnaître nos cellules ou nos déterminants, enfin notre organisme, mais on a des systèmes de régulation. On a mis à peu près une quinzaine d'années à le comprendre, hein, mais systèmes de régulation qui permettent de freiner ces réactions auto-immunes chez tout le monde, sauf quand on a une atteinte génétique qui altère ce frein. Et donc dans ce cas-là, ce sont des mutations dites somatiques, donc qui sont apparues au cours du développement de l'embryon. De l'embryon. Dans certains, ce qu'on appelle progéniteurs hématopoïétiques, c'est les cellules souches qui permettent de construire le système immunitaire et qui permettent aussi de faire les globules rouges et les plaquettes. Et cette mutation se maintient uniquement dans ce
petit stock de lymphocytes. Et après, il y a une dernière situation qui est un tout petit peu plus complexe, où on a à la fois une mutation qui va être héritée d'un des parents, mais qui n'est pas suffisante pour que la maladie s'exprime, puisque le parent porte la mutation mais n'est pas malade. Et on a découvert chez les patients qu'en plus de la mutation héritée, qu'on appelle germinale, ils ont une mutation somatique en plus, qui est apparue aussi au cours du développement, donc, et sur le même gène. Et donc, alors ça, on a mis vraiment une quinzaine d'années à l'identifier. Donc, on a une prédisposition transmise, et le déclenchement de la maladie, enfin la possibilité de déclenchement de la maladie, ne sera liée qu'au fait qu'il y ait une mutation en plus qui est apparue au cours du développement. Et donc là, qu'est-ce que vous faites comme travaux de recherche? Donc vous avez découvert ce gène il y a à peu près 25 ans, c'est ça? C'est ça. Et là, quels sont les travaux de recherche actuels sur cette maladie? Donc ce que vous avez raconté, en fait, tout ce qui est mosaïcisme, etc. Oui, alors tout à fait. Donc dans les familles dans lesquelles il y a une mutation du gène qui est transmise, chez certains, donc il y a l'addition d'une mutation somatique qui permet d'expliquer l'apparition de la pathologie. Mais il reste des familles dans lesquelles on n'a pas identifié de mutation somatique additionnelle, alors qu'on a quand même des individus qui portent la mutation. Donc ça peut être un parent qui a transmis une mutation, mais ça peut être des frères, des sœurs, des oncles, etc. Donc la mutation vraiment, comme on dit, s'égrège dans la famille, mais un seul individu va développer cette maladie. Et chez ceux-là, donc dans une petite proportion de ces familles, on n'a pas identifié pour l'instant cet événement additionnel génétique qui permet d'expliquer la survenue de la maladie chez un individu. Et donc on travaille sur ces familles pour essayer d'identifier un autre facteur génétique qui pourrait être somatique ou qui pourrait être germinal. Donc on a des pistes aujourd'hui pour essayer de comprendre. Donc là, ça pourrait être une maladie digénique, c'est-à-dire qu'un parent aurait transmis FAS, l'autre parent aurait transmis une mutation d'un autre gène, mais qui est probablement sur la même voie. Et donc voilà, c'est aujourd'hui l'objet des recherches qui sont faites dans cette pathologie, dans la LPS. D'accord, et donc on parlait aussi, donc c'est différent des porteurs sains, c'est l'inverse justement. Alors dans ces familles, il y a des porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils portent la mutation, ils l'ont même transmise, mais ce sont des individus sains, ils ne sont pas malades. Ils ont quelques caractéristiques biologiques, on va dire, de fonctionnement des lymphocytes. Le frein, on voit qu'il ne marche pas très bien, mais il marche suffisamment pour contrôler leur maladie. Donc on sait qu'il faut autre chose, il faut vraiment un facteur additionnel. Et c'est ce facteur additionnel qu'on cherche dans les familles pour lesquelles on n'a pas identifié une mutation somatique du gène FAS, en plus de la mutation germinale. Donc les porteurs sains ont la mutation germinale, les patients ont la mutation germinale plus une mutation somatique. Donc ça, on l'a identifié dans un grand nombre de familles. Mais il reste des familles dans lesquelles on a le porteur sain qui a transmis la mutation et on cherche le deuxième événement qui permet d'expliquer la survenue de la maladie. Ouais, donc somatique et germinal, c'est vraiment, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, somatique, c'est quelque part dans le corps, et germinal, c'est qui est transmise par les gamètes en fait, des parents. Exactement. Ça fait partie du patrimoine génétique. Exactement. Merci beaucoup. Et Bénédicte, moi j'avais une question sur le traitement. Donc on parlait du traitement, mais qu'est-ce qui fait ce traitement scientifiquement ? Le traitement de première ligne aujourd'hui, il restaure le frein des globules blancs, des lymphocytes qui est altéré par l'anomalie génétique. Donc il aide en quelque sorte les lymphocytes à mourir, puisque l'anomalie génétique entraîne un défaut de mort des cellules qui du coup s'accumulent, donc donnent la grosse rate et les gros ganglions. Et avec ce traitement, on a généralement une efficacité très très importante pour réduire la taille de la rate et la taille des ganglions et également contrôler l'auto-immunité. Vous, Caroline, vous avez vu une différence avec les traitements ou depuis le début ça marchait relativement bien ? Depuis le début, tout a marché relativement bien. Après, je n'ai pas de chiffres vraiment très précis, mais non, je crois que c'était après avec des adaptations régulières. Et en tout cas, le traitement qu'elle prend actuellement, cette molécule-là, elle le prend depuis des années. Depuis des années, c'est la même. Bénédicte, vous nous disiez tout à l'heure que le diagnostic, Charlie avait eu de la chance. Il se passait quoi avant, en fait ? C'était avant la découverte du gène ou...
Alors, avant qu'on découvre le gène, on avait des enfants qui avaient des grosses rate, des anémies, des baisses de plaquettes. On ne comprenait pas ce qu'ils avaient. Et puis, on essayait des traitements à l'aveugle, avec plus ou moins de bonheur. Donc, c'était des situations assez compliquées. Et puis ensuite, on a eu la découverte des mutations germinales de FAS qui nous ont éclairé sur un certain nombre de patients. FAS, c'est le nom du gène. Le nom du gène, ouais. Donc là, ça a été une première étape importante. Ensuite, il y a eu la découverte des mutations somatiques qui nous ont permis d'éclairer le petit pourcentage de patients qui ressemblaient vraiment à des patients à LPS, mais pour lesquels on ne trouvait pas l'anomalie génétique et pour lesquels on était un peu embarrassé sur le plan diagnostique et donc sur le plan thérapeutique. Et ensuite sont venues, je dirais, les avancées sur le plan thérapeutique, où on a mieux compris l'anomalie sur le plan fonctionnel, également les voies qui étaient altérées dans les globules blancs, les médicaments qui étaient les plus efficaces pour restaurer une fonction normale et pour faire mourir les cellules qui doivent mourir, si bien qu'aujourd'hui, c'est un diagnostic qu'on fait facilement, une maladie qu'on traite facilement. Et notre objectif, c'est vraiment d'offrir aux enfants, aux familles, une vie la plus normale possible et faire en sorte que la maladie chronique prenne le moins de place possible dans la vie des enfants et des familles. C'est ce qu'on a vu avec Charlie, ça a l'air d'être réussi. Alors, ça paraît simple comme ça, mais je pense vraiment que c'est le fruit des années de recherche et de coopération entre la recherche et la médecine et cette espèce de ping-pong entre la recherche et la médecine, comme Imagine fait tellement bien, je pense. Oui, comme on essaie de le montrer avec ces podcasts. Oui, tout à fait. Pour continuer, Bénédicte est très modeste, mais elle a justement fait sa thèse dans le laboratoire. On avait découvert les mutations somatiques, etc. Et au cours de son travail de thèse, elle a pu justement faire étudier cette pathologie en détail au laboratoire, montrer justement qu'il fallait éviter d'enlever la rate des enfants. C'est vraiment Bénédicte qui l'a montré. Et en collaboration avec un groupe allemand à Freiburg, on a pu montrer effectivement qu'il y avait, puisque maintenant on connaissait à peu près le mécanisme, qu'il y avait une augmentation, que l'absence du frein fait qu'il y a un accélérateur qui se met en route et que justement en utilisant des molécules qui coupent cet accélérateur, on restaure le frein, si vous voulez. Donc, et ça, c'est son travail. Donc, ce qui illustre d'ailleurs la très forte collaboration qu'il y a entre la clinique et la recherche, puisque Bénédicte est pédiatre de formation. Elle est venue se former par la recherche au laboratoire, et puis elle est retournée en clinique et elle peut... elle a pu continuer donc ensuite son activité clinique, mais enrichie de ses connaissances qu'elle a elle-même augmentées des connaissances de la pathologie au laboratoire. Quel est le futur de la recherche sur cette maladie ? Alors il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que je pense que, comme l'a dit Bénédicte, c'est une maladie qui est assez maîtrisée et assez standard dans sa présentation. Mais il existe d'autres maladies génétiques qui peuvent commencer exactement de la même façon, mais qui en fait se compliquent après d'autres symptômes, et donc qui suggèrent que ce sont d'autres mécanismes qui sont en place. Donc il y a, dans la présentation de la pathologie de ces lymphoproliférations, il peut y avoir vraiment, on peut parfois penser à cette cause génétique, puis on s'aperçoit que c'est pas ça, et donc généralement il s'agit d'une pathologie qui va être associée à un autre mécanisme de régulation, donc à un autre gène. D'accord. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de comprendre quels sont ces mécanismes aussi dans ces pathologies, voir quelles sont les molécules thérapeutiques les plus adaptées, et donc d'étendre un petit peu le champ des causes génétiques de ces pathologies où les lymphocytes prolifèrent de façon non régulée, et d'autre part de voir justement quelles sont les pathologies additionnelles qui s'ajoutent dans ces autres mécanismes. Parce que là, on est dans une maladie qui est quand même assez monomorphe dans sa présentation. Oui, monomorphe, en gros, il y a c'est-à-dire que symptômes, c'est toujours le même, à quelques rares exceptions près, c'est toujours les mêmes symptômes. Mais donc d'autres maladies plus compliquées vont commencer avec exactement de la même façon, et puis vont se compliquer après parce qu'il s'agit d'un autre mécanisme. Et notre objectif, c'est évidemment d'identifier ces mécanismes et ces causes génétiques.
Bénédicte? Je rajouterais, oui, que comprendre le mécanisme, c'est pouvoir parfois proposer des thérapeutiques ciblées où on sait exactement quel est le problème et pouvoir agir exactement là où est le problème, comme on peut le faire dans la LPS, ce qui permet d'être le moins toxique, d'être le plus efficace. Donc c'est vraiment le but ultime de toutes ces approches de recherche translationnelle telles qu'on le fait à Imagine, c'est vraiment d'être au plus proche du patient, au plus proche de la physiopathologie du mécanisme pour pouvoir justement proposer les traitements les plus adaptés. Merci à vous deux. Caroline et Charlie, est-ce que vous avez des questions pour Bénédicte et Frédéric? Alors Charlie peut-être, je crois. Oui. Alors Frédéric, il y a combien de cas en France et dans le monde? Alors c'est une très bonne question parce que c'est pas facile d'y répondre. On va dire que dans notre groupe de patients qui ont la même maladie que toi, enfin la même cause génétique, on a environ 250 familles environ. Sachant que la population française représente à peu près 1% de la population mondiale, donc il faut multiplier par 100 à peu près pour avoir le nombre de cas estimés dans le monde. Mais on ne peut pas répondre de façon précise. Parce que dans beaucoup de pays, heureusement, il y a les mêmes technologies, on va dire en Allemagne, enfin en Europe, aux États-Unis, dans beaucoup de pays, où ils vont pouvoir faire le diagnostic. Et malheureusement, il y a des pays qui sont moins développés, qui ne vont pas avoir accès à ces techniques de génétique et où le diagnostic ne pourra pas forcément être fait. Donc on peut un peu sous-estimer peut-être le nombre de cas. Mais donc on est sur quelques centaines, donc on est dans la maladie rare. Et donc sur quelques milliers dans le monde. Eh bien, merci beaucoup Frédéric, merci Bénédicte, merci Caroline, merci Charlie, merci à tous les quatre d'avoir été là autour de cette table et de nous avoir raconté cette histoire. À très bientôt à tous nos auditeurs et auditrices pour une prochaine histoire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Si vous voulez en savoir plus et soutenir les 3 millions de personnes qui sont touchées par les maladies génétiques en France, allez sur le site institutimagine.org. À bientôt!